Benjamin Kane Cervera, ou simplement Benji, est né le 28 septembre 2016 à San Antonio, au Texas, de sa mère, Erika Flores, et de son père, Brandon Cervera. C'était un garçon joyeux et dynamique, fan de Spider-Man et de la Patte Patrouille. Benji avait aussi un grand frère nommé Brandon Jr. et un demi-frère plus jeune. Avant même que Benji ait 1 an, ses parents s'étaient séparés et avaient commencé à partager la garde de Benji et de son grand frère. Cependant, cela ne s'est pas vraiment bien passé et, selon les publications de Brandon sur les réseaux sociaux datant de septembre 2017, Brandon a affirmé que, alors que la mère des enfants, Erika, déposait rapidement Benji et son frère chez lui, quand venait le moment de ramener les garçons chez elle, elle était introuvable et avait éteint son téléphone. Mais ces publications allaient changer moins d'1 an après. Aux alentours de juin 2018, Brandon a commencé à dire qu'Erika empêchait ses fils de le voir et ignorait ses appels téléphoniques. En même temps, il semblait que le père était obsédé par l'idée d'avoir une autre femme dans sa vie. Puis, durant la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, Brandon a commencé à publier sur ses réseaux sociaux des photos de lui, Benji et Brandon Jr., en disant qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'une femme dans sa vie. Tant qu'il a ses fils, il va bien. À ce qu'il paraît, Brandon semblait très fier d'être père, car il publiait souvent des photos pleines de tendresse où l'on voyait Benji et lui ensemble. De plus, à un moment donné, en 2019, la mère du garçon a perdu la garde, ce qui signifie que leur père, Brandon, avait désormais la garde exclusive de Benji et Brandon Jr. Puis, en février 2020, Brandon a rencontré une femme nommée Miranda Cazares et ils ont commencé à sortir ensemble. Peu de temps après, elle a emménagé dans l'appartement où le père vivait avec ses fils. Miranda avait aussi un enfant issu d'une relation précédente et cet enfant a également commencé à vivre avec eux. Moins d'1 an plus tard, en janvier 2021, Brandon et Miranda ont accueilli une petite fille nommée Maria au monde. Miranda gardait les enfants à la maison le jour pendant que Brandon travaillait. Puis, quelques mois plus tard, dans la matinée du 17 août 2021, une tragédie a frappé la famille. Brandon a reçu un appel téléphonique de sa petite amie Miranda à 10h45 ce matin-là, disant que Benji ne réagissait pas et qu'elle l'emmenait d'urgence à l'hôpital. En apprenant cette nouvelle, Brandon a conduit comme un fou pour essayer de rejoindre son fils. Mais moins d'1 heure plus tard, à 11h32, le personnel médical a cessé de réanimer Benji et le petit garçon a été déclaré mort. Dès l'arrivée de Benji aux urgences, le personnel de l'hôpital a eu des inquiétudes. Il était extrêmement mal nourri, ne pesant que 13 kilos. Benji avait également diverses blessures et ecchymoses sur le corps, et ce petit garçon de presque 5 ans portait une couche jetable. Il sera déterminé plus tard que la cause de sa mort était l'inanition. Une fois que les médecins ont remarqué toutes les blessures sur le corps du garçon, ils ont prévenu la police, qui a ensuite interrogé le père de Benji, Brandon, et sa belle-mère, Miranda. Cependant, selon le père du garçon, toutes les blessures de son fils étaient auto-infligées. Il a ensuite déclaré qu'un autre membre de la famille avait en fait une vidéo sur son téléphone portable le prouvant. En même temps, les enquêteurs obtenaient un mandat de perquisition pour l'appartement où Benji avait vécu. Là-bas, ils ont découvert que le garde-manger, les placards et le réfrigérateur étaient tous munis de verrous, dont ils apprendraient plus tard qu'ils servaient à empêcher Benji d'accéder à la nourriture. Ils ont également trouvé une serrure installée sur la porte de la chambre de l'enfant, qui ne contenait rien d'autre qu'un matelas fortement taché d'urine. Ce qui n'a pas de sens ici, c'est que malgré toutes ces découvertes, ni Brandon ni Miranda ne seraient arrêtés en lien avec la mort de Benji pendant encore 6 mois. Ils n'ont pas été arrêtés avant que l'autopsie du petit garçon ne soit terminée et que sa mort ne soit officiellement attribuée à l'inanition. La police avait aussi trouvé sur le téléphone de Miranda des vidéos montrant la maltraitance du garçon de 4 ans. Il y avait plusieurs vidéos montrant Benji en train de supplier pour avoir de la nourriture et de l'eau. Dans l'une de ces vidéos, prise quelques jours seulement avant la mort du garçon, on pouvait entendre Benji demander du pain, de l'eau ou du lait, ainsi que pleurer et supplier son père de le nourrir. Il y avait aussi des vidéos récupérées sur le téléphone de Brandon. Dans l'une d'elles, le père dit à Benji qu'il devra faire des squats s'il continue à demander du pain. Dans une autre vidéo, Brandon a crié à son fils « Voyons si tu vas pleurer pour avoir plus de pain ». Les détectives ont aussi découvert des caméras de sécurité dans la maison. Et sur celle-ci, il y avait des enregistrements vidéo montrant Benji enfermé dans sa chambre, ainsi que des images montrant le petit garçon allant dans la cuisine la nuit pour fouiller le réfrigérateur et les placards à la recherche de nourriture. Dans une vidéo tournée quelques mois avant sa mort, Benji attrapait toutes sortes de collations.
C'était avant que des images ultérieures ne montrent que des verrous avaient été installés sur les placards et le réfrigérateur. En plus de ces preuves, les autorités ont aussi trouvé des messages entre Brandon et Miranda. Dans un message, Brandon a parlé de Benji, disant à Miranda de simplement lui donner du pain, puis affirmant qu'il n'a pas besoin de dîner. Empêcher le petit garçon de manger n'était pas le seul traitement horrible dans la maison. Les détectives allaient finir par découvrir que Miranda avait forcé Benji à boire du désinfectant pour les mains, de la sauce piquante, de l'urine et même à manger du pain avec de la terre dessus. En fait, il y avait eu au moins une occasion d'aider ce petit garçon avant sa mort. Quelques semaines avant la mort de Benji, les adjoints du shérif de San Antonio avaient été appelés chez lui, où il vivait avec son père et sa belle-mère, pour vérifier que l'enfant allait bien. Et Benji n'était pas en bonne forme lorsque les agents l'ont vu. Cette visite à domicile, qui a été captée par la caméra piéton de la police, montrait que Benji était très maigre. Le garçon avait aussi 2 gros yeux au beurre noir, ainsi que des ecchymoses sur tout le corps, et il avait une blessure à l'oreille. Lorsque Miranda et Brandon ont été interrogés sur la raison de toutes ces blessures, ils ont affirmé que le petit garçon, qui avait des problèmes de comportement, avait tendance à se cogner la tête contre les murs et le sol. Il se fourrait aussi les doigts dans les yeux et les oreilles. Ont-ils dit il a un trouble du comportement parce qu'il se lève la nuit et il va dans la cuisine. Ils ont ensuite affirmé qu'ils avaient en fait des rendez-vous médicaux prévus pour Benji, mais qu'ils étaient prévus plus tard. Pour découvrir la vraie histoire, les policiers emmenaient Benji dans la salle de bain et l'interrogeaient sans son père ni sa belle-mère. Mais ils finissaient par leur raconter la même histoire que Brandon et Miranda. Il disait qu'il s'était infligé toutes les blessures lui-même. Comment ils se sont retrouvés comme ça? En conséquence, Benji a simplement été examiné par les secours, puis les agents ont quitté la maison. Un de ces agents déclarera plus tard avoir remis un rapport au service de protection de l'enfance. Cependant, il n'a jamais été précisé si une enquête avait été ouverte, donc je suppose que ce n'est probablement pas le cas. Maintenant, en plus du fait que Benji avait l'air très maigre et de toutes les blessures qu'il avait sur le corps, la police aurait aussi dû remarquer qu'il y avait des verrous sur les placards et le réfrigérateur. Avec tout ça réuni, on pourrait penser que ce serait clairement un cas de maltraitance infantile pour la police. De plus, lors de l'interrogatoire à la maison, on voit à plusieurs reprises Benji demander de la nourriture à son père sur les images de la caméra corporelle de la police. Et Brandon lui a simplement dit d'attendre. La belle-mère de Benji, Miranda, a été jugée en avril 2024, période pendant laquelle elle allaitait son nouveau-né, qui n'avait que 3 mois. Sa défense essaierait de rejeter toute la responsabilité de la mort de Benji sur son père, Brandon. Ils ont affirmé que c'était Brandon qui avait mis tous les verrous sur les placards de la cuisine et le réfrigérateur. Cependant, selon Brandon, les verrous n'avaient en réalité jamais été fermés et Benji avait toujours accès à la nourriture. La défense de Miranda a également affirmé que Brandon était celui qui donnait des fessées à son fils et le traînait dans la maison quand il se faisait dessus. Miranda a déclaré au tribunal qu'elle avait filmé Benji suppliant pour de la nourriture uniquement pour les montrer au service de protection de l'enfance et à Brandon. C'était parce que, selon elle, elle voulait qu'il commence à aider davantage à la maison car il sortait toujours avec ses amis. Ensuite, le frère aîné de Benji, Brandon Jr., allait témoigner. Il a dit que sa belle-mère avait fait du mal à Benji, l'avait forcé à manger du désinfectant pour les mains et de la sauce piquante, et qu'une fois, elle l'avait aussi jeté en l'air, puis ne l'avait pas rattrapé en retombant. Brandon Jr. a aussi dit que parfois, leur belle-mère Miranda forçait Benji à manger de la nourriture à même le sol de la salle de bain, uniquement avec la bouche. La mère de Miranda a également témoigné en défense de sa fille pendant le procès. C'est alors qu'on a découvert qu'Elise, la mère de Miranda, avait envoyé à sa fille une photo d'un adulte en couche. La raison pour laquelle elle avait envoyé cela était parce qu'elle se moquait du petit Benji, qui n'avait même pas encore 5 ans et portait lui-même encore une couche. Mais ce ne serait pas la faute du petit garçon. Ce serait la faute de Brandon et Miranda, ceux qui étaient censés l'élever. On a également découvert que Miranda avait envoyé plusieurs messages à sa mère dans lesquels elle se plaignait du petit garçon. Un message disait « Je ne sais pas combien de temps je vais encore supporter ça. Ce putain de gamin. Mon fils ne dort pas à cause de ce garçon de 5 ans que tous croient parfait. J'en ai assez. Ce gamin a besoin d'une correction. » Lorsqu'on l'a interrogé au sujet de ces messages, Miranda a nié les avoir envoyés, affirmant que c'était Brandon qui les avait envoyés à sa mère. Dans un autre message,
Miranda et sa mère parlèrent de la façon dont elle priverait Benji de nourriture. Donc 2 adultes s'en prennent à un enfant de 4 ans. La mère de Miranda est aussi mauvaise qu'elle. Même si Benji avait toujours été plutôt petit, à son 3e anniversaire en septembre 2019, il était dans le 15e percentile pour son poids. Mais seulement 10 mois plus tard, après que Miranda soit déjà entrée en scène, ce chiffre avait encore baissé, et au moment de sa mort, Benji était dans le percentile le plus bas. Miranda pleurait lorsqu'on lui montrait les photos du corps émacié de Benji qui avaient été prises à l'hôpital. Elle affirmait qu'elle aimait le petit garçon et qu'il était comme un fils pour elle. La méchante belle-mère a même essayé d'influencer l'accusation en leur montrant un tatouage qu'elle s'était fait en mémoire de Benji après sa mort. Mais les jurés ont percé à jour sa façade sans même prendre 1 heure. Pour la condamner à l'unanimité pour avoir blessé un enfant en lui causant des blessures graves. Miranda a ensuite été condamnée à 25 ans de prison. Brandon a ensuite été jugé en septembre de la même année pour la même accusation. L'État soutenait bien sûr que Brandon avait aidé à affamer son fils de 4 ans, Benji. Mais la défense essayait de dire que Miranda était celle qui restait à la maison avec les enfants toute la journée, pas Brandon. Donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont également essayé de dire que le petit garçon n'était même pas mort de faim, en s'appuyant sur le fait que les décès dus à la faim aux États-Unis sont si rares qu'ils sont presque inexistants. Cependant, comme vous le savez sûrement, presque inexistant ne veut pas dire que cela n'arrive jamais. Les 2 experts médicaux engagés par la défense ont également témoigné en disant qu'ils ne croyaient pas que Benji soit mort de faim. Un médecin a indiqué que malgré une déshydratation et une perte de poids évidente chez le garçon, aucune n'était fatale. À la place, ils ont essayé de rejeter la faute de la mort de Benji sur un diabète non diagnostiqué, des crises d'épilepsie ou l'autisme, ce qui n'a absolument aucun sens. Selon Brandon, il était absent de la maison 8 à 10 heures par jour. Il ignorait donc ce qui s'y passait ou comment Miranda traitait son fils. Il a également essayé d'affirmer que, des mois avant la mort de Benji, sa relation avec Miranda avait commencé à changer. Il était sur le point de la quitter, a dit Brandon, parce qu'ils se disputaient souvent à propos de la façon dont elle traitait son fils. Donc il savait qu'elle maltraitait son fils. Mais après un procès de 7 jours et environ 7 heures de délibération, Brandon Cervera a été déclaré non coupable par un jury. Nous, le jury, déclarons l'accusé Brandon Cavetta non coupable de l'infraction de blessure infligée à un enfant telle qu'elle est mentionnée dans l'acte d'accusation, signé par le jury président. Ce qui est absolument insensé, car il savait clairement que son fils était affamé et que son fils ne s'était pas infligé lui-même toutes ses blessures. Après le verdict, Brandon s'est exprimé publiquement et il a dit « Je n'ai jamais pu dire à Benjamin ce jour-là que je l'aimais. Et je vais le regretter pour le reste de ma vie. » Il a également déclaré qu'il vivrait désormais très différemment car son erreur était de trop travailler et de se focaliser sur son rôle de pourvoyeur, alors qu'il aurait dû être présent pour ses enfants. Brandon a également dit qu'il voulait que le public sache qu'il est un père travailleur qui aime ses enfants. Je veux dire, ma vie a été bouleversée à cause de ça. Être qualifié de monstre alors que les preuves n'ont pas encore été présentées et je voulais la justice pour mon fils. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est être en paix. Je veux juste être avec mes enfants. Selon la page Facebook de la mère de Benji, son frère aîné, Brandon Jr., est maintenant sous la garde de l'une de ses tantes et sa mère se bat pour récupérer sa garde. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Benji aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que, alors que sa belle-mère, Miranda, a été condamnée au tribunal, Brandon s'en est sorti complètement. Brandon savait ce qui se passait et il y avait même des preuves dans des messages textes qu'il privait aussi son fils de nourriture. Par conséquent, il aurait dû être reconnu coupable à 100% pour ce qu'il a fait et ce qu'il a permis dans cette maison. C'est écœurant de savoir qu'il est maintenant libre et qu'il a encore d'autres enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? La procureure Ashley Rich a affirmé lors des déclarations d'ouverture aujourd'hui que la mort de la petite Nathalie, 4 ans, et celle de Chase DeBlaise, 3 ans, ressemblaient à un véritable film d'horreur. Rich affirme que c'est John DeBlaise qui a tué ses 2 enfants de ses propres mains.
Natalie et Chase DeBlaze sont nés de leurs parents, John DeBlaze et Corinne Hitchcock, à Mobile, en Alabama. Natalie était l'aînée des deux et elle est venue au monde le 4 novembre 2005 tandis que son petit frère, Jonathan, ou Chase, comme on l'appelait plus souvent, est né le 29 décembre 2006 passant. Natalie était connue comme la princesse et son frère Chase était appelé le casse-cou. La petite Natalie adorait Noël et elle appelait même les lumières de Noël des bonbons, ce qui était adorable. Chase était un garçon curieux que sa famille appelait aussi un petit charmeur. Les parents des enfants s'étaient mariés environ 6 mois après la naissance de Natalie, mais leur relation était tumultueuse et cela a entraîné de nombreuses séparations temporaires entre eux. Pendant une séparation, un ami est venu vivre avec John pour l'aider à payer les factures. Puis lorsque Corinne est revenue, elle a fini par coucher avec cet ami. Cela a conduit le couple à se séparer définitivement et à demander le divorce en mai 2009. Après leur séparation, John a obtenu la garde principale de Natalie et de Chase. C'était parce que Corinne n'avait pas les moyens de s'occuper des enfants, car elle n'avait pas d'endroit où vivre et elle n'avait pas de travail à ce moment-là. Elle continuait cependant à voir régulièrement ses enfants et pensait qu'ils étaient dans la meilleure situation possible en étant avec leur père. Cependant, le 17 novembre 2009 serait la dernière fois que la mère verrait ses 2 enfants vivants. C'est parce qu'en octobre 2008, une femme nommée Heather Lavelle Keaton est entrée dans leur vie. Le père des enfants, John, avait rencontré Heather sur MySpace. Et à l'époque, Heather, qui était considérée comme aveugle au sens légal, était également étudiante au Spring Hill College. Puis en 2009, elle était tombée très malade et était retournée vivre chez ses parents à Louisville, dans le Kentucky. Une fois rétablie et de retour à Mobile, Heather a emménagé chez les parents de John, Richard et Anne DeBlaze, avec John et les enfants. Heather s'est vite disputée avec la mère de John, Anne, sur l'éducation des enfants, devenant trop autoritaire, et a donc été invitée à partir. Mais John n'allait pas laisser Heather quitter la maison sans lui et les enfants, alors tous les 4, à ce moment-là, ont quitté la maison de ses parents. Ils ont ensuite emménagé chez une amie de John, prénommée Robin Rios, et la famille de Robin. Pendant leur séjour là-bas, Heather se plaignait de ne pas vouloir élever les enfants de John parce qu'ils n'étaient pas les siens. Il y avait aussi des inquiétudes concernant le fait que les enfants n'étaient pas correctement pris en charge. Cela a donc conduit à ce qu'on leur demande, une fois de plus, de trouver un nouvel endroit où vivre. Bientôt, d'autres inquiétudes ont commencé à surgir concernant le bien-être des enfants. Et des amis ont remarqué que bien souvent, Natalie et Chase semblaient avoir faim et sentaient mauvais. Un couple auprès duquel la famille louait une caravane a même vu Heather tenir Natalie par les cheveux et la frapper avec une ceinture. Ils l'ont aussi vu pousser Chase au sol. Cet incident s'est produit car Heather s'est fâchée que les enfants aient mangé une part de tarte au chocolat. Une autre amie de Heather et John avait vu Heather attraper Natalie brutalement et crier et insulter les 2 enfants. Heather avait dit que Natalie et Chase étaient horribles et ressemblaient à des rejetons démoniaques venus de l'enfer. Vers la fin du mois de février 2010, John, Heather et les enfants ont emménagé dans les appartements Peach Place. La gérante du complexe d'appartements a déclaré qu'elle avait vu les 2 enfants dehors, sans surveillance, près d'une rue très fréquentée. Chase semblait aussi toujours avoir une couche sale et pendante. Bientôt, le père des enfants a commencé à fréquenter le Blue Cliff College, où il suivait des cours de massothérapie. Pendant qu'il était à l'école, John a rencontré une camarade de classe nommée Renée. Renée emmenait alors John de chez lui à l'école et le ramenait. Et pendant ces trajets, John parlait de ses enfants, de sa petite princesse et de son petit charmeur. Puis, entre janvier et mars 2010, John avait pris un congé. Et lorsqu'il est revenu à l'école, Renée a dit qu'il semblait différent. Il était étrange et semblait souvent très sale. Puis, il a complètement abandonné l'école quelques mois plus tard, en juillet. De plus, pendant la première semaine de mars 2010, certains amis avaient vu la famille chez Walmart. Et quand ils ont vu Chase, qui était dans le van de la famille, ils ont été choqués par son apparence. Le petit garçon semblait être dans un état de stupeur et il était très pâle. Quand ils ont demandé où était Natalie, on leur a dit qu'elle était avec des amis. En juillet, alors que John arrêtait l'école, lui et Heather ont aussi été expulsés de leur appartement. Et pendant un certain temps, ils ont vécu chez la grand-mère de Heather en Géorgie, avant de déménager à Louisville, où vivait la mère de Heather et le fiancé de sa mère. Le fiancé de sa mère avait un ami, ancien policier à la retraite, qui vivait à côté du couple. Cet ami a appris qu'à ce moment-là, les enfants étaient à Las Vegas, chez un membre de la famille. Quelques mois plus tard, le 14 novembre 2010, alors que John quittait son travail à l'aéroport, il a été arrêté après avoir grillé un stop et ne pas avoir de papier d'immatriculation pour son véhicule. Il a été incarcéré pour la nuit, puis, le lendemain à son retour, la mère de Heather a surpris le couple en pleine dispute.
C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à Natalie et Chase. Elle a donc contacté le policier à la retraite qui vivait à côté du couple. Lors de son interrogatoire, Heather a affirmé aux enquêteurs que John avait déjà fait du mal à ses enfants et qu'elle n'avait été qu'une innocente victime de son comportement dominateur et de ses mauvais traitements. Elle a rappelé plusieurs fois aux autorités au cours de l'entretien qu'elle était aveugle et crédule et qu'elle n'était restée avec John que pour aider à s'occuper de ses enfants. Heather a affirmé que, en raison de sa cécité partielle, elle savait que les enfants étaient morts, mais ignorait comment cela s'était passé. Elle a également déclaré aux enquêteurs que, dans les jours précédant la mort de Natalie, la petite fille avait une odeur toxique dans son haleine, vomissait une substance noire et avait perdu le contrôle de toutes ses fonctions corporelles. À cause de cela, le 4 mars après que John soit parti pour ses cours à l'école, Natalie a été placée sur une bâche à l'intérieur du placard de leur appartement de Peach Place. Heather était inquiète pour la petite fille et a contacté John, mais le père a dit qu'il vérifierait l'état de sa fille en rentrant plus tard. Cependant, lorsqu'il est rentré chez lui, Natalie ne répondait plus. Alors, une fois la nuit tombée, John a chargé le corps de la petite fille à l'arrière de sa camionnette et s'est rendu dans une zone boisée où il s'est débarrassé d'elle. Puis, quelques mois plus tard, le 20 juin, Chase a commencé à présenter les mêmes symptômes que Natalie et il est rapidement devenu lui aussi inconscient. Son corps a ensuite été placé à l'arrière de la camionnette également et emmené dans un endroit où il a été enterré. Lorsqu'elle a parlé à la police, Heather a affirmé qu'elle n'avait jamais vu les corps des enfants et elle a déclaré qu'après leur mort, John lui avait dit « Tu ne peux plus me quitter maintenant, c'est ta faute ». Alors elle était restée. En examinant le portable de Heather, ils ont trouvé des messages vocaux de John. Dans les messages vocaux, il lui déclarait son amour et pleurait, disant qu'il était désolé de la façon dont les choses s'étaient passées. À la suite de cet entretien avec les autorités, Heather a été arrêtée et inculpée de CA ainsi que d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Ensuite, lorsque la police a parlé avec le père des enfants, John, il a avoué que ses 2 enfants étaient effectivement morts et qu'il était responsable de l'enterrement de leur corps. Cependant, c'est Heather qui les avait tués. Lorsque la camionnette de John, qu'ils avaient précédemment mise en fourrière au moment de son arrestation, a été fouillée, ils ont trouvé des photos de Natalie et Chase, les peluches des enfants, un sac de sport et un bidon d'antigel. Des chiens cadavériques ont détecté l'odeur d'un corps à l'arrière de la camionnette. John continuait de nier avoir fait quoi que ce soit pour blesser les enfants, et maintenant il avait changé sa version en disant que Heather non plus ne leur avait pas fait de mal. À la place, John racontait maintenant aux enquêteurs une histoire incroyable selon laquelle ses enfants avaient été enlevés. Il affirmait que 2 hommes masqués avaient emmené les enfants en plein jour, le jour de la fête des pères. Mais cette histoire a vite été abandonnée quand il a appris que Heather avait avoué que Natalie était morte quelques mois plus tôt. John a raconté aux enquêteurs que le 4 mars en partant à l'école, Heather avait attaché les bras et jambes de Natalie avec du ruban adhésif toilé. Elle ne pouvait plus bouger ses membres du tout, et Heather l'a placée à l'intérieur d'une valise. Mais le père a insisté que la valise était encore ouverte et que Natalie était vivante avant son départ. Selon lui, il ne s'agissait que d'une forme de punition que Heather aimait infliger à Natalie pour la pousser à changer d'attitude. La famille et les amis appelaient la petite fille une princesse et Heather n'aimait pas ça. John a dit aux policiers qu'il avait quitté la maison pendant 8 à 12 heures ce jour-là. Et quand il est rentré chez lui, il a trouvé sa fille inconsciente à l'intérieur de la valise. Elle était sans vie, froide au toucher et raide. En la trouvant, il a habillé Natalie avec un pyjama rouge, puis il a mis son corps à l'arrière de sa camionnette et est allé l'enterrer. Lorsqu'un enquêteur a demandé à John pourquoi il n'avait pas appelé le 911 lorsqu'il avait trouvé sa fille morte, il a répondu que c'était parce qu'il aimait Heather et qu'il avait peur de la perdre. Et il avait aussi peur de perdre Chase et l'autre enfant du couple, dont Heather était actuellement enceinte. Après des questions supplémentaires, John finirait par admettre que, le soir du 19 juin, il avait vu Heather attacher Chase avec du ruban adhésif toilé à un manche à balai comme forme de punition pour avoir eu un accident. Il était attaché fermement au manche à balai et ne pouvait pas bouger les bras ni les jambes. Il a ensuite été placé dans un coin de la chambre et coincé contre le mur par une commode. Une chaussette a été mise dans la bouche du garçon, puis sa bouche a été maintenue fermée avec du ruban adhésif toilé. Selon John, il a dû prendre un somnifère pour pouvoir s'endormir dans la même pièce où son fils était torturé. Le lendemain matin, jour de la fête des pères, John s'est réveillé et a trouvé Chase toujours attaché au manche à balai avec du ruban adhésif, mais le petit garçon était mort. Le corps de Chase a ensuite été mis dans un sac poubelle
et il a été placé à l'arrière du fourgon où ils l'ont transporté dans les bois du Mississippi et l'y ont abandonné. Comme Heather l'avait admis plus tôt, John a également déclaré que les enfants avaient une haleine très forte, qu'ils vomissaient une substance noire et qu'ils avaient perdu le contrôle de leurs fonctions corporelles avant leur mort. Cependant, il n'avait jamais cherché à obtenir des soins médicaux pour eux. Cela était probablement dû au fait que durant les derniers mois précédant le meurtre des enfants, ils avaient été torturés, brûlés avec des bougies, des cigarettes et régulièrement entravés avec du ruban adhésif comme forme de punition. Les enquêteurs estiment que Chase n'a pas été tué suite à l'incident de la salle de bain, contrairement à ce qu'affirme John, mais pour une autre raison. Quelques mois après le décès de sa sœur, il pleurait et la réclamait en public, ce qui aurait représenté un risque pour le couple. Ce n'est qu'environ un mois après la disparition de Natalie et Chase que les autorités ont finalement retrouvé leur corps. Le 8 décembre 2010, une équipe de recherche a découvert des restes humains dans les bois près de la route 57 à Van Cleve, Mississippi. Il y avait du ruban adhésif avec les restes, auxquels étaient attachés des cheveux blonds, et lorsque les morceaux ont été recollés ensemble, ils formaient les dimensions d'une tête d'enfant et auraient recouvert tout le visage d'un enfant, ne laissant que le nez exposé. Ces restes seront plus tard identifiés comme appartenant à Chase. Puis, seulement quelques jours plus tard, le 11 décembre, les restes de Natalie ont été retrouvés près de Beverly Jeffries Highway à Citronelle, en Alabama. Lorsqu'une autopsie a été réalisée, la cause du décès d'aucun des enfants n'a pu être identifiée, bien que le pathologiste ait confirmé que leur mort était probablement due à des violences homicidaires. Le père des enfants, John DeBlaze, a également été arrêté et inculpé d'utilisation d'un cadavre, d'agression aggravée et de UX chef de meurtre lors de la commission d'un crime. Heather a vu ses chefs d'accusation requalifiés en meurtre capital à ce moment-là. Les deux adultes ont plaidé non coupables. La mère de Heather, Elena Keaton, a déclaré que comme sa fille est légalement aveugle, elle était complètement dépendante de John, et elle soupçonnait que John avait empoisonné à la fois sa fille et les enfants. Selon elle, John avait forcé sa fille à aller faire un tour quelque part avant de s'arrêter et de prendre quelque chose à l'arrière du véhicule. Elle a dit que sa fille, qui était enceinte de l'enfant de John à l'époque, ne savait pas ce que c'était. Cependant, elle pense maintenant qu'il s'agissait du corps de l'un des enfants. Les parents de John, en revanche, pensent que c'était Heather qui était très dominatrice dans leur relation et qu'elle l'avait forcé à quitter la maison où il vivait avec eux et les enfants. Ils pensent aussi que c'est elle qui a tué Natalie et Chase pendant que John assistait à des cours du soir. Ensuite, elle l'aurait manipulé pour qu'ils se débarrassent de leur corps. Cependant, ils ont précisé que cela n'excuse pas leur fils, tout en affirmant leur devoir parental de protection. Il n'a pas réussi à protéger ses enfants. Pendant qu'il était en prison, John écrivait plusieurs lettres dans lesquelles il parlait du fait que Heather lui avait donné un ultimatum. Il pouvait être avec elle ou avec ses enfants. Et aveuglé par l'amour, il l'a choisi. Il a permis à sa petite amie de traiter Natalie et Chase comme elle le voulait. John a déclaré qu'il y avait des moments où Heather avait forcé Natalie et Chase à rester debout dans un coin pendant de longues périodes, les avait battus avec des ceintures et avait même mis du poison dans leurs gobelets. Pourtant, le père n'a rien fait pour aider ses enfants. Dans une lettre, John raconte avoir trouvé Natalie bâillonnée et morte dans la valise. Dans d'autres lettres, il disait qu'elle était vivante dans la valise quand il l'a trouvée. Selon ces lettres, lorsqu'il avait trouvé sa fille vivante, il l'avait sortie de la valise et lui avait demandé pourquoi elle n'écoutait pas Heather. Ensuite, il a étranglé Natalie jusqu'à ce qu'elle meure. Mais il a dit que c'était seulement pour mettre fin à la torture que sa petite amie infligeait à Natalie. En prison avant son procès, Heather a confié à sa codétenue qu'elle et John s'étaient arrêtés acheter un jeu vidéo en allant se débarrasser du corps de Chase. Elle a déclaré qu'ils étaient tellement heureux d'avoir maintenant plus de temps pour jouer à ce jeu vidéo puisque les enfants étaient tous les deux morts. Heather a également parlé de sa haine intense envers Natalie et a dit à sa codétenue qu'elle avait donné aux enfants des spaghettis mélangés à de l'antigel. En novembre 2014, John DeBlaze a été jugé et reconnu coupable de 3 chefs de meurtre capital. Quelques mois plus tard, il serait condamné à mort par injection létale. En mai 2015, Heather Lavelle Keaton serait également jugée. Et selon le procureur, elle avait tué Natalie et Chase parce qu'elle était jalouse d'eux et voulait qu'ils disparaissent. Le procureur du district de Mobile a déclaré « Nous pensons que Heather Keaton est une femme dominatrice, manipulatrice, trompeuse et moralement déséquilibrée.
Heather a finalement été reconnue coupable de meurtre aggravé pour la mort de Chase, mais seulement d'homicide involontaire par imprudence pour celle de Natalie. Elle a également été condamnée à la peine de mort par injection létale. Bien que John et Heather aient fait appel de leur peine à plusieurs reprises, leurs recours ont été rejetés et ils sont tous les deux toujours dans le couloir de la mort en Alabama. Des services commémoratifs ont été organisés pour Natalie et son petit frère Chase le samedi 8 janvier 2011 au salon funéraire Mobile Memorial Gardens à Mobile, en Alabama. Merci d'avoir écouté l'histoire de Natalie et Chase aujourd'hui. C'est fou de pouvoir détester deux enfants à ce point, au point de tout faire pour les éliminer de votre chemin. C'est aussi complètement fou que leur père, John, ait simplement laissé Heather blessé et tuer ses enfants. Ces enfants qu'il semblait adorer jusqu'à ce qu'il rencontre cette femme maléfique. Je suis contente que ces deux monstres aient été condamnés à mort pour ce qu'ils ont fait à Natalie et Chase. C'est ce qu'ils méritent, parce que ces pauvres petits ont vécu un véritable enfer pendant les derniers mois de leur vie. Une note manuscrite écrite lundi, que les enquêteurs disent avoir trouvée, indique que les enfants n'étaient pas sages et qu'ils ont été battus. Sophia Brito est née le 14 avril 2011 à Lowell, dans le Massachusetts. Lorsqu'elle avait 4 ans, elle avait déménagé à Fitchburg avec sa mère, Shanna Perdozo, son père, Marvin Brito, et son grand frère, Julian. Julian était également né à Lowell en 2008. Ses enfants n'allaient pas à l'école, aucun proche ne prenait de leurs nouvelles et aucun service de protection de l'enfance n'intervenait. On savait donc très peu de choses sur Sophia et Julian, à part le fait qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. La famille avait emménagé dans leur maison, ici, au 139 Stony Brook Road, à Fitchburg, en 2015. Le voisin a dit que la famille était rarement vue et restait souvent à l'écart. Les enfants n'allant pas à l'école publique, de nombreux voisins ignoraient même leur existence. Mais c'est ici que deux enfants innocents allaient être maltraités pendant des années sans le savoir. Julian avait fréquenté l'école publique très brièvement en 2012, mais après cela, aucun des deux enfants n'a remis les pieds à l'école. En 2017, leur mère, Shanna, avait soumis une demande d'instruction à domicile pour les deux enfants. Ce fut leur premier et unique contact enregistré avec le district scolaire de la ville. Donc, ces enfants n'allaient pas à l'école de 2012 à 2017 et personne ne s'en est rendu compte ni n'a rien fait à ce sujet. Les deux parents des enfants, Marvin Brito et Shanna Pedroso, étaient originaires de Lowell, dans le Massachusetts. Avant de déménager à Fitchburg, ils vivaient sur Fulton Avenue à Lowell. Et tout comme leurs voisins à Fitchburg, les personnes qui vivaient près d'eux avaient également signalé que la famille était très rarement vue. Le matin du 10 avril 2018, Shanna Pedroso a envoyé un message à son mari pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur fille, Sophia. Marvin, qui était en route pour rentrer chez lui à ce moment-là, a dit à Shanna qu'il devait appeler la police, mais Shanna lui a répondu qu'elle n'irait pas en prison et qu'à la place, elle allait s'enfuir. Quelques minutes plus tard, à 11h58, Marvin a composé le 911 et a dit à l'opérateur que sa fille Sophia ne respirait plus. Il a aussi dit à l'opérateur qu'il pensait que sa femme et son fils étaient à la maison avec Sophia. Il était encore en chemin. Shanna n'était pas à la maison. Elle était partie en courant, comme elle l'avait dit. À l'arrivée de la police, Julian, 9 ans, était assis dehors sur les marches, visiblement blessé. Il a dit à la police que sa petite sœur, Sophia, était à l'étage, morte. Une fois entrée dans la maison, les policiers ont trouvé Sophia, âgée de 6 ans. Elle était allongée, inerte, dans l'une des chambres à l'étage. Elle avait de nombreux hématomes sur tout le corps. Et son frère Julian avait aussi de nombreux hématomes, 2 jambes fracturées, une blessure au cou, ainsi que diverses autres coupures et brûlures. Voici l'hôpital UMass Memorial à Leominster, à environ 11 km de la maison familiale. C'est ici que Sophia et Julian ont d'abord tous les deux été amenés, et c'est aussi ici que Sophia a été déclarée morte. Julian sera ensuite transféré à l'hôpital UMass Memorial à Worcester pour des soins plus intensifs. Le médecin légiste en chef a conclu que Sophia était morte des suites de blessures par objet contondant, son décès étant un homicide. Ironiquement, pendant que tout cela se passait, le minivan de la famille garé dans l'allée avait un autocollant à l'arrière représentant une famille de 4 personnes souriantes et heureuses.
Bien loin de la réalité dans cette famille, la police cherchait Shanna, introuvable dans la maison et les environs. Un avis de recherche a été lancé par la police pour Shanna ainsi que pour la voiture qu'elle conduisait. Le public a été informé qu'elle pouvait être armée et dangereuse. Peu après, la voiture de Shanna a été vue à Chelmsford, Massachusetts, à environ 40 minutes de route au nord-est de Fitchburg. Cependant, personne ne se trouvait dans la voiture à ce moment-là, donc la recherche de Shanna s'est poursuivie. La police a tenté plusieurs fois de localiser le téléphone de Shanna, qui a finalement émis un signal près d'une antenne sur High Rock Road à Fitchburg, à environ 3 km de sa maison sur Stony Brook Road. Presque au même moment, une femme ayant entendu l'avis de recherche a aperçu une femme correspondant à Shanna, peu après, parlant au téléphone. La résidente n'a rien trouvé d'inhabituel à cela, mais elle a tout de même appelé la police par précaution. Les agents ont donc été envoyés dans la zone où l'antenne relais avait localisé le téléphone de Shanna. À leur arrivée, la police a trouvé Shanna et l'a placée en état d'arrestation. Lors de son arrestation, ils ont trouvé sur elle une enveloppe avec plusieurs milliers de dollars en espèces et un journal intime. Dans le journal, la police a trouvé une entrée datant de la veille, le 9 avril, dans laquelle Shanna parle d'avoir battu ses enfants, et elle a ajouté une note disant qu'ils étaient méchants et battus. Elle a aussi dit que cette correction les avait tous deux laissés alités. Shanna a d'abord été inculpée pour 2 chefs d'accusation d'agression sur un enfant et de mise en danger imprudente. Marvin Burto, le père des enfants, a également été arrêté et il a été inculpé de mise en danger imprudente et d'avoir laissé infliger des blessures à un enfant. Un mandat de perquisition pour la maison de la famille a été obtenu et ils ont trouvé de petites gouttes de sang dans toute la maison, ainsi que de nombreux trous dans les murs qui semblaient avoir été causés par un marteau. De plus, les enquêteurs allaient finir par découvrir encore plus d'entrées de journal de Shanna, des centaines en fait, qui détaillaient les passages à tabac de ses 2 enfants depuis 2014. Ces entrées de journal suggéraient qu'un niveau élevé de traumatisme et de violence physique régnait dans la maison. Quelle sale malade a consigné comment elle maltraitait ses enfants. C'est pour qu'elle puisse y revenir plus tard et sourire de toutes les choses horribles qu'elle a faites, Burke. Marvin et Shanna ont comparu devant le tribunal de Fitchburg, où de nouvelles accusations ont été ajoutées. Shanna Pedrosa a été inculpée pour meurtre au second degré, agression aggravée et coups et blessures sur un enfant, ainsi que pour mise en danger imprudente d'un enfant concernant Julian. Âgée de 37 ans, elle a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre et a été placée en détention sans possibilité de libération sous caution, car elle représentait manifestement un risque de fuite. Marvin Burto a également été placé en détention sans possibilité de libération sous caution après avoir plaidé non coupable des accusations d'homicide involontaire, d'avoir permis une agression aggravée et des coups et blessures sur un enfant, ainsi que de mise en danger imprudente d'un enfant. Lorsque Julian avait été amené à l'hôpital pour être soigné de ses blessures, il avait immédiatement été placé en urgence sous la protection des services de protection de l'enfance. Il avait de nombreuses blessures, coupures, cicatrices et brûlures. Une grande blessure sur son cou avait même été refermée à la superglue par Shanna. Julian a également été trouvé extrêmement maigre et mal nourri. Lorsque la police a parlé au petit garçon à l'hôpital, il leur a dit que lui et sa sœur avaient en fait été attaqués par des brutes alors qu'ils avaient été laissés seuls dehors lors d'une promenade. Je suppose que c'est l'histoire que sa mère, Shanna, lui a racontée avant de s'enfuir de la maison. Julian a également raconté à la police comment il avait tout fait pour aider sa petite sœur ce jour-là, mais qu'il n'avait pas pu parce qu'il avait des fractures aux 2 jambes. Il a dit qu'il avait entendu sa mère dans la salle de bain avec sa sœur, en train de lui crier dessus. Et puis il a entendu sa mère prendre Sophia et la jeter par terre. Il a ajouté qu'il voulait désespérément appeler le 911 pour essayer de sauver la vie de sa sœur, mais aucun de ses parents ne l'a laissé faire. Julian a également dit à la police qu'à l'origine, sa mère s'était mise en colère le matin du 10 avril parce que sa sœur Sophia ne voulait pas boire son eau. Oui, elle a fini par être tuée parce qu'elle ne voulait pas boire d'eau. Le petit garçon a également dit qu'après la mort de sa sœur, il voulait lui aussi mourir pour pouvoir être avec elle. Il a décrit Sophia comme sa meilleure amie et a dit qu'ils s'amusaient toujours ensemble. Julian resterait en soins intensifs pendant 10 jours, puis il serait confié à son oncle qui vivait près de Boston, le frère de Shanna Pedroso. L'oncle de Julian était aussi travailleur social clinicien agréé. Et il a lui-même déclaré qu'il n'avait jamais rencontré une telle brutalité de la part d'un parent au cours de sa carrière. Shanna disait avoir fait l'école à la maison à ses enfants, mais elle leur avait appris très peu, voire rien. Le but principal de leur instruction à domicile était de leur nuire, puis de dissimuler les preuves.
Shanna avait frappé Sophia et Julian avec des ceintures, un palet de hockey, un pied de biche et des bâtons. Il était également très clair que Shanna savait que ce qu'elle faisait était mal, car après avoir battu ses enfants, elle essayait de cacher leur bleu avec du maquillage. Parfois, elle frappait ses enfants si fort que les ceintures en cuir se déchiraient, et parfois c'était si violent que les enfants manquèrent de s'évanouir. De plus, Shanna privait aussi ses enfants de nourriture et les traitait d'idiots, leur faisant croire qu'ils méritaient le traitement qu'ils subissaient. Comme je l'ai dit, la famille n'a jamais été connue du département de l'enfance et des familles. La police n'avait été appelée au domicile que quelques mois avant la mort de Sophia, le 2 février 2018. C'était seulement parce qu'un incendie s'était déclaré dans leur sous-sol de la rue Stony Brook. Il avait été déclenché par une bougie près d'un meuble télé dans le sous-sol et des vêtements avaient pris feu. Cependant, l'un des adultes présents dans la maison a pu éteindre l'incendie avant qu'il ne cause trop de dégâts ou avant que les premiers secours n'aient eu le temps d'arriver. Donc, puisqu'il n'était plus nécessaire que la police entre dans la maison parce qu'ils s'en étaient occupés eux-mêmes, personne n'a vu les enfants à ce moment-là. Donc, même si Shanna avait été la principale personne à maltraiter les deux enfants, Marvin a admis qu'il lui arrivait de leur donner des fessées de temps en temps. Mais il a dit qu'il ne le faisait que lorsqu'il pensait que c'était justifié, jamais à la même intensité que sa femme, Shanna. Marvin, employé de longue date dans une entreprise de béton, n'était pas non plus à la maison la journée, disant ignorer l'ampleur des mauvais traitements subis par les enfants. Il a dit que lorsqu'il ne travaillait pas la journée, il devait rester le reste du temps au sous-sol. Shanna était celle qui élevait principalement leurs enfants. Des textos viendraient appuyer les propos de Marvin à la police, affirmant qu'il vivait au sous-sol, contraint par sa femme. Ces messages montraient que Shanna forçait même son mari à demander la permission de monter à l'étage pour aller aux toilettes, manger ou se doucher. Mais Marvin a également dit à la police qu'il entendait souvent sa femme crier à l'étage et frapper leurs deux enfants, ainsi que les cris de douleur que ces attaques provoquaient. Il a également admis qu'il avait vu Shanna frapper les enfants et qu'il avait constaté des ecchymoses sur les bras de Julian. Dans une entrée du journal de Shanna, elle rapporte que Marvin l'a menacée de la frapper au visage si elle ne cessait pas de battre les enfants. Sinon, aucune preuve ne montrait qu'il ait tenté d'arrêter les mauvais traitements. Julian dira plus tard à propos de son père. « Je ne sais pas pourquoi il n'a rien fait, mais elle manipulait tout le monde. Sans Shanna, nous aurions eu une belle vie avec mon père. » En décembre 2021, Marvin Brito a plaidé coupable de l'accusation d'homicide involontaire. Son avocat a dit au juge que son client plaidait coupable afin d'assumer la responsabilité de ne pas avoir sauvé sa fille et d'avoir laissé tomber son fils. Un procureur spécial a aussi affirmé au juge, pendant l'audience de Marvin, que l'affaire était très grave avec des faits particulièrement choquants. Et il a parlé des photographies extrêmement troublantes des blessures des enfants. Le procureur a dit qu'on aurait dit qu'ils étaient peints en violet des épaules jusqu'aux genoux. L'avocat de Marvin a également dit au juge que son client voulait que son fils et sa fille sachent qu'il était désolé pour ce qui leur était arrivé et qu'il regrettait de ne pas les avoir protégés. Il a aussi dit que Marvin garde beaucoup d'espoir et qu'il ne souhaiterait rien de plus que de pouvoir un jour, selon les conditions de Julian, reparler à son fils. L'accusation réclamait 12 à 14 ans de prison pour Marvin, tandis que la défense demandait qu'il ne purge que sa détention déjà effectuée. Il a cependant finalement été condamné à 8 ans de prison. Il a toutefois bénéficié d'un crédit pour les 1340 jours qu'il avait déjà passés en prison. Il sera également placé en probation pendant 3 ans après sa libération et il ne pourra pas entrer en contact avec des personnes de moins de 18 ans. Il n'a également pas le droit de parler à Julian avant que Julian ait 18 ans, même s'il le souhaite. Shanna Pedrosa serait jugée en juin 2022 et accepterait de plaider coupable dans le cadre d'un accord avec l'accusation de meurtre au second degré, de coups et blessures graves sur un enfant et de mise en danger imprudente d'un enfant. La priorité du bureau du procureur était d'épargner à Julian l'angoisse d'un procès et de devoir revivre tous les détails horribles de ce que lui et sa sœur ont dû endurer. Voilà pourquoi ils ont choisi cet accord avec l'accusation. Et Shan a décidé qu'elle devait plaider coupable parce qu'ils avaient tellement de preuves accablantes contre elle. Son avocate a même déclaré qu'à cause de tous les journaux retrouvés écrits de la main de Shanna, si l'affaire était allée en procès, sa cliente n'aurait eu aucune chance. Et je cite, « Elle serait fichue ». L'avocat de Shanna l'a décrite comme très intelligente, puisqu'elle avait un diplôme en psychologie
et avait travaillé pendant 1 an et demi, tenez-vous bien, comme gestionnaire de dossier à la Société du Massachusetts pour la prévention de la cruauté envers les enfants. Elle a aidé d'abord les nouveaux parents, puis a travaillé à soutenir les familles via des bons de garde d'enfants. Ironique, non? Shanna, cependant, n'avait jamais reçu de diagnostic de maladie mentale de toute sa vie. Julian a lu sa déclaration sur les conséquences des faits devant le tribunal lors de la condamnation de Shanna, et il a dit qu'il l'a fait parce qu'il voulait montrer à sa mère qu'il appelait uniquement par son prénom, qu'il n'avait plus peur d'elle. Il a dit lui avoir fait confiance et qu'elle l'avait trahi. Elle leur faisait croire, à lui et à sa sœur, qu'elle les battait pour leur bien. Il a dit que Shanna méritait pire que la peine de mort et que la prison à vie serait trop facile pour elle parce qu'elle aurait à manger et à boire, contrairement à lui et à sa sœur. Julian a aussi dit qu'il a du mal à comprendre pourquoi sa sœur a été tuée et pas lui, car il a toujours pensé que sa mère le détestait plus. Et Shanna regardait son fils pendant qu'il lisait sa déclaration, mais Julian refusait même de lui jeter un regard. Julian a déclaré dans sa déclaration de victime à propos de sa sœur Sophia « Elle me manque toujours, elle aurait 11 ans aujourd'hui, on pourrait faire encore plus ensemble. » Il a fallu 2 ans entiers à Julian après la mort de sa sœur pour dormir à nouveau dans son propre lit. C'est à quel point il avait peur de Shanna. Julian a aussi dit qu'une fois qu'il est retourné à l'école, il avait des difficultés au début parce que Shanna ne lui avait rien appris et qu'il avait beaucoup de retard par rapport à ses camarades. Il a également expliqué qu'il avait du mal à se faire des amis car il n'avait côtoyé que sa sœur. De plus, Julian est en thérapie depuis des années maintenant, et son oncle a dit qu'il est résilient, fort et qu'il refuse de se laisser intimider ou de rester silencieux. Le frère de Shanna, qui a obtenu la garde de Julian après la mort de Sophia, a déclaré que sa sœur doit être tenue responsable de tout le mal qu'elle a fait. Il a dit que sa sœur Shanna s'était effondrée émotionnellement et s'était repliée dans un état profond et toxique d'isolement. La fille que je connaissais a été ensevelie sous la haine, la maladie mentale, la dépendance et le ressentiment, a-t-il écrit. Cependant, il n'a donné aucun détail sur ce qu'il entendait par sa maladie mentale ou sa dépendance. Il a dit que Shanna avait toujours été une personne recluse qui montrait un comportement préoccupant et colérique lors des rares occasions où elle rendait visite à la famille. Et elle avait toujours semblé très contrôlante envers ses enfants. Et à un moment donné, pendant la déclaration du frère de Shanna au tribunal, où il parlait à quel point sa nièce Sophia lui manquait, Shanna a levé les yeux au ciel. Après avoir plaidé coupable pour le meurtre, Shanna Padroso a été condamnée à la prison à vie. Elle a également écopé de 5 années supplémentaires pour coups et blessures, ainsi que pour mise en danger imprudente. Cependant, elle sera éligible à une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans et les 1149 jours qu'elle a déjà passés en détention ont été comptabilisés dans sa peine. Elle ne peut pas non plus contacter Julian avant ses 18 ans. Mais j'ai le sentiment qu'il ne voudra pas lui parler, même à ce moment-là. Et écoute ça, l'avocat de Shanna a même demandé au juge si elle pouvait être placée en détention protégée à son arrivée à MCI Framingham, la prison d'État pour femmes. Mais le juge a dit qu'il ne prendrait pas de décision à ce sujet. Il avait demandé une détention protégée pour sa cliente parce que, je cite, « ils la tueront dès qu'elle entrera là-dedans ». Alors, finalement, on a dit à Shanna qu'elle pouvait s'attendre à passer jusqu'à 1 an en détention protégée. Wonderfund, une organisation privée à but non lucratif qui aide les enfants bénéficiant des services du DCF, a commencé à accepter des dons pour aider à payer les frais funéraires de Sophia. Bob Pooler, habitant de Fitchburg, a organisé la collecte de fonds pour les funérailles de Sophia et une collecte de jouets et vêtements pour Julian Brito. Une veillée aux chandelles a eu lieu au parc Riverfront à Fitchburg le 13 avril 2018 pour rendre hommage à Sophia Brito et à son courageux grand frère. De nombreuses personnes ont assisté à la veillée pour la petite fille et le garçon que presque personne ne connaissait. Personne à la veillée ne connaissait la famille, mais tous étaient très attristés par ce qui est arrivé à Sophia et Julian. Des bougies en cœur étaient devant une table avec des photos des enfants et une pancarte « Défendez les enfants ». Les habitants ont signé des affiches avec des prières pour Sophia et des encouragements pour Julian. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Sophia et Julian aujourd'hui. Julian a fait preuve d'un immense courage en se tenant de nouveau devant sa mère au tribunal. Non seulement elle l'a torturé et maltraité pendant des années, mais elle a fini par ôter la vie à la personne qu'il aimait le plus au monde. C'est tellement cruel, et c'est révoltant que leur père n'ait rien fait pour l'arrêter. Il a menacé de frapper Shanna au visage une fois. Et alors, il n'a même pas été capable de faire ça. Il quittait la maison tous les jours pour aller travailler
et laissait ses enfants entre ses mains, sachant très bien qu'elle leur faisait du mal régulièrement. Il n'y a aucune chance qu'il ne le sache pas, même en vivant au sous-sol. Il y avait tellement de choses à enquêter, tellement à faire, que certaines affaires sont passées entre les mailles du filet. Il a été abandonné par le système et par les personnes en qui il avait le plus confiance pour prendre soin de lui. Depuis le dernier jour à Liverpool, je ne peux pas monter à l'étage supérieur. La mort d'un petit garçon qui rêvait de devenir footballeur fera désormais l'objet d'enquêtes locales et nationales. Arthur Labingo Hughes est né le 4 janvier 2014 de sa mère Olivia Labingo Alcrow et de son père Thomas Hughes. Il adorait aller à l'école et voulait devenir un super-héros, son super-héros préféré étant Batman. Arthur aimait aussi les roulés à la saucisse, jouer au cricket, et il voulait devenir footballeur quand il serait grand. Il adorait également passer du temps avec sa famille élargie. La mère et le père d'Arthur se sont séparés vers l'époque de ses 2 ans et ils ont continué à partager la garde. Cependant, Arthur vivait principalement avec sa mère, Olivia. Puis, en février 2019, Olivia a poignardé à mort son compagnon, Gary Cunningham, après une longue période de violence domestique mutuelle. Cela a conduit le père d'Arthur, Thomas, à devenir la seule personne à s'occuper de lui, et Arthur a emménagé avec lui dans son annexe derrière la maison des parents de Thomas. Arthur a également dû changer d'école à ce moment-là, et il a commencé à fréquenter l'école primaire publique de Dickens Heath. Selon la grand-mère d'Arthur, il était très anxieux face à tous ces grands changements dans sa vie, mais il est rapidement devenu un enfant heureux et épanoui. En août 2019, le père du petit garçon a rencontré une femme nommée Emma Tustin sur le site de rencontre Plenty of Fish. Emma a été présentée à Arthur assez tôt dans la relation, et selon elle et Arthur sont tout de suite devenus amis. Mais Emma avait aussi des antécédents de violences domestiques, à la fois en tant que victime et en tant qu'auteur des violences. Elle avait aussi 4 enfants à elle, dont 2 continuaient à vivre avec elle. Au début, après l'arrestation de la mère d'Arthur, il avait encore des contacts téléphoniques avec elle 3 fois par semaine, mais tout cela a pris fin en octobre 2019. Son père, Thomas, avait interrompu la communication non seulement entre Arthur et sa mère, mais aussi entre Arthur et sa grand-mère maternelle, ainsi qu'avec tous les autres membres de ce côté de la famille. Puis, en décembre 2019, la mère d'Arthur, Olivia, a entamé la procédure pour rétablir le contact avec son fils. Le service de soutien du tribunal pour enfants et familles est alors intervenu dans sa vie. Lorsqu'Arthur est revenu à l'école après les vacances d'été, sa maîtresse disait qu'elle n'avait aucune inquiétude concernant le garçon. Mais à l'approche de l'automne, elle a remarqué qu'Arthur semblait moins heureux. Son oncle a également remarqué que Thomas était devenu beaucoup plus strict avec le garçon, et Arthur avait souvent très peur d'avoir des ennuis. Peu de temps après, une responsable de l'école d'Arthur a organisé une réunion avec le père d'Arthur, Thomas, ainsi qu'avec sa grand-mère, en raison de ses inquiétudes concernant le fait que le garçon développait une obsession pour des choses comme les armes à feu, le fait de tuer et la violence. Arthur était devenu très anxieux et craignait que son père ne l'abandonne ou ne le tue. Puis il y a eu l'incident qui s'est produit lors du spectacle de la nativité de l'école, lorsqu'un bébé avait été retiré de son berceau et qu'Arthur est devenu très bouleversé. Au début de 2020, Thomas emmenait son fils à de nombreux rendez-vous médicaux, mais Arthur n'a jamais reçu de diagnostic de problème de santé mentale. Pendant ce temps, la pandémie a entraîné la fermeture de toutes les écoles au Royaume-Uni et un confinement national à la fin du mois de mars 2021. C'est au début de ce confinement qu'Arthur et son père ont commencé à vivre chez la nouvelle petite amie de Thomas, Emma. Après quelques semaines, la mère de Thomas a demandé que lui et Arthur retournent vivre dans l'annexe derrière sa maison, mais Thomas a refusé et a plutôt décidé qu'ils emménageraient chez Emma. Mais seulement quelques semaines après leur nouvelle installation chez Emma à Solihull, le 14 avril, Arthur et son père ont de nouveau passé la nuit chez ses grands-parents, à la suite d'une dispute entre Thomas et Emma. Seulement 2 jours plus tard, le couple se réconciliait et Thomas et Arthur retournaient vivre chez Emma. Malgré les inquiétudes de ses grands-parents, qui pensaient qu'Arthur n'était pas bien traité à la maison. Ils ont même essayé de convaincre Thomas de laisser Arthur avec eux pour qu'il puisse s'occuper de lui, mais il a refusé. Le même jour où Arthur est retourné vivre avec Emma et son père Thomas, sa grand-mère, Joanne Hughes, a contacté les services de protection de l'enfance. Concernant les ecchymoses qu'elle avait remarquées sur le dos d'Arthur, ainsi que les égratignures sur son visage, la grand-mère a mis en doute l'explication que lui avait donnée Thomas,
à savoir que les bleus étaient le résultat d'une bagarre amicale entre Arthur et l'un des fils d'Emma. Quand l'agence a visité le domicile d'Emma, elle a remarqué une égratignure sur le visage d'Arthur et un bleu atténué dans son dos. L'assistante sociale demandait à Arthur ainsi qu'à l'un des fils d'Emma à quel point ils se sentaient heureux et en sécurité dans la maison, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant représenté par le sol et 10 par le plafond. Les deux garçons ont sauté avec assurance et ont montré le plafond, indiquant qu'ils se sentaient en sécurité et heureux là-bas. Par conséquent, l'assistante sociale n'a relevé aucun sujet de préoccupation quant à la sécurité d'Arthur et le dossier a été clôturé peu de temps après. Lors de cette visite, le père d'Arthur, Thomas, s'est également vu proposer un programme d'accompagnement précoce pour aider son fils à surmonter son passé traumatisant, mais il a refusé. On découvrira plus tard que Thomas et Emma avaient entraîné Arthur et l'autre enfant à mentir aux services sociaux au sujet de la dispute entre eux deux et les avaient avertis que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient retirés du foyer. L'oncle d'Arthur, Daniel Hughes, a contacté la police au sujet des ecchymoses inquiétantes sur le dos d'Arthur, allant même jusqu'à leur envoyer des photos, mais il n'a plus jamais eu de nouvelles de leur part. La grand-mère d'Arthur a également contacté son école à ce moment-là et les a informés du signalement qui avait été fait aux services sociaux. Un responsable de l'école a contacté les services sociaux qui a répondu n'avoir aucune inquiétude pour le bien-être d'Arthur. De plus, le beau-père d'Emma Tustine a contacté les services sociaux et a fait un signalement anonyme parce qu'il craignait pour la sécurité d'Arthur. Mais malgré cela, rien n'a été fait. Puis, en mai 2020, la situation d'Arthur n'a fait qu'empirer. On le forçait à rester debout dans le couloir pendant des heures, parfois jusqu'à 14 heures d'affilée, et Emma envoyait souvent des vidéos et des enregistrements audio à Thomas, montrant Arthur en train de pleurer pendant ses punitions. Finalement, le couple a même installé des caméras dans la maison afin de pouvoir surveiller Arthur pendant qu'il était puni, sans avoir besoin d'être présent pour s'en occuper eux-mêmes. Emma avait en fait plus de 200 enregistrements audio d'Arthur en détresse sauvegardés sur son téléphone, y compris 2 extraits particulièrement horribles dans lesquels on entend le garçon pleurer en disant que personne ne l'aime et réclamer à manger. Je veux dîner. Je veux aller au lit. Et son père, Thomas, qui recevait ses vidéos d'Emma pendant la journée alors qu'il était au travail, encourageait ce comportement, allant même jusqu'à dire à Emma, une fois, de simplement en finir avec lui. Le couple insultait aussi l'enfant à plusieurs reprises, l'appelant des choses comme fouine, Hitler, enfant du diable et Satan. Comme le montrent les images vidéo, Arthur devait dormir par terre dans le salon au lieu de dormir avec les autres enfants d'Emma dans la chambre. En plus de cela, il n'avait pas le droit de manger avec le reste de la famille, mais il s'assurait de manger devant lui. À un moment donné, Emma disait même à Thomas « Je te veux, mais pas lui », en parlant d'Arthur. Lorsque les écoles ont rouvert en juin 2020, Arthur n'y est pas allé et son père inventait des excuses pour ses absences. Le premier jour, il a informé l'école que le garçon, mal reposé, ne viendrait pas. Ensuite, dans les jours suivants, Thomas a signalé que son fils perdait du poids car il mangeait mal et risquait de s'évanouir. Arthur ne retournerait plus jamais à l'école avant sa mort. Sur une période de 3 jours, du 12 au 14 juin, Arthur a été isolé pendant 25 heures dans un couloir, tandis que les enfants d'Emma pouvaient être vus en train de profiter de la nourriture et des activités. Le 15 juin, Emma a pris un rendez-vous chez le coiffeur et a emmené Arthur avec elle. Mais une fois arrivée, elle a obligé Arthur à faire face à la porte et à ne pas bouger pendant toute la durée du rendez-vous. La coiffeuse décrira plus tard le garçon comme ayant l'air très mince et frêle. Ses jambes tremblaient et il ne semblait pas capable de rester debout très longtemps. Le lendemain, le 16 juin, des images de vidéosurveillance prises dans le salon de la maison montraient Arthur, qui avait dormi par terre,
paraissant très faible alors qu'il peinait à porter ses couvertures hors de la pièce. La famille retournerait de nouveau chez la coiffeuse. Cette fois, Thomas y allait aussi, et lui et Emma se sont relayés pour crier sur Arthur pendant qu'ils étaient là, presque comme si c'était un match de tennis. La coiffeuse donnait discrètement un verre d'eau à Arthur quand Emma et Thomas ne regardaient pas, et elle a dit que le petit garçon avait l'air absolument terrifié. Ce jour-là, une fois rentré, le père d'Arthur, Thomas, est parti faire des courses, laissant Arthur avec Emma. Vers 14h30, Emma a envoyé un message à Thomas pour lui dire que son fils était allongé par terre et ne se relevait pas après s'être cogné la tête plusieurs fois. Avec ce message, elle a envoyé une photo d'Arthur qui était inconscient et respirait à peine. Les images de vidéosurveillance montraient aussi Emma soulevant Arthur et essayant de le redresser sur le canapé. Thomas est rentré à la maison peu de temps après et il a essayé de donner des médicaments à son fils. Quand il est devenu évident que cela n'avait aucun effet parce que le garçon s'était cogné la tête, ils ont finalement décidé qu'il était temps d'appeler les services d'urgence à 14h42. Ambulance pour patient qui respire? À peine. D'accord, mais respire-t-il actuellement, même si... Est-ce qu'il respire, Tom? Il inspire profondément. Quand le garçon de 6 ans marche sur le ventilateur, il se cogne la tête. D'accord. Et pendant qu'il était par terre, il s'est cogné la tête encore 5 fois. Il n'est pas pâle, il a une grosse bosse sur la tête. Alors quoi de neuf, Red? Il est réveillé? Il est semi-conscient après s'être cogné fortement la tête. Sa respiration est bruyante ou anormale? Sa respiration est bruyante ou anormale. Il est à peine là, il respire à peine, il perd connaissance par intermittence, il a du mal à respirer, il est pratiquement allongé par terre. Merde, il s'est jeté par terre avec sa tête contre le sol. J'essaie de le relever pendant ce temps. Il me donne des coups de tête en même temps. Je vais le soutenir davantage. Au début, il respirait et avait l'air un peu mieux. Je l'ai nettoyé, je lui ai donné un peu d'eau, j'ai essayé évidemment de lui redonner un peu de couleur, mais j'ai bien vu la bosse sur sa tête qu'il s'est faite lui-même. Les secours ont été envoyés. Restez calme, s'il vous plaît. Pouvez-vous le faire s'allonger sur le dos? Ça n'est pas. Okay. Il a 6 ans. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après au domicile d'Emma, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé un voisin en train de pratiquer la réanimation cardiopulmonaire sur Arthur. Le garçon de 6 ans avait des ecchymoses sur tout le corps, semblait maigre et ses gencives saignaient. Emma était là aussi, en pleurs, affirmant qu'Arthur s'était infligé cela lui-même après s'être cogné la tête contre le sol. Mais les premiers intervenants et la police étaient tous deux très méfiants quant à ce qu'Emma leur avait raconté. Très brièvement, que s'est-il passé? Il est sorti m'acheter un gâteau d'anniversaire Kaikous pour les enfants. On a demandé à Arthur de s'asseoir sur la marche de réflexion, mais il s'est étalé, s'est cogné la tête contre le radiateur et m'a frappé en me donnant des coups de pied quand j'ai essayé de le remettre sur la marche. Ensuite, il s'est mis à 4 pattes par terre et je lui ai dit de se relever. J'ai refermé la porte et tout ce que j'ai entendu, c'est un craquement sur le sol. Il donnait des coups de tête contre le sol à 4 pattes. Après avoir donné un coup de tête contre le sol, j'ai dit encore une fois, Arthur, si tu continues à te faire mal, j'ai appelé ton père. Il a dit, je m'en fiche. Il allait bien, puis a baissé la tête alors que j'essayais de le soulever et a frappé 3 fois le sol de la tête. Rond-point. La porte était fermée. Si tu veux y aller, je te montre. Il était probablement à peu près ici. Sa tête était là, mais ce n'est pas grave. C'est du béton. Il n'y a pas de sous-couche en dessous. Il s'est cogné la tête 3 ou 4 fois. Ils étaient censés le ramasser. Il s'était assommé. Je l'ai soulevé, je l'ai mis sur le canapé et j'ai versé de l'eau dans sa bouche. Tu entres? Il s'est cogné la tête 3 ou 4 fois. J'allais l'emmener à la cuisine, puis je me suis assise dans le salon et il s'est jeté par terre. Tu l'as entendu se cogner la tête. Et après, que fais-tu? Je suis allée vers lui et je lui ai dit de se relever. Il m'a dit non. Alors j'ai essayé de le prendre dans mes bras, j'ai passé mes bras sous lui et je l'ai soulevé. Il est retombé et s'est cogné la tête 3 fois de plus au sol. Et quand je l'ai soulevé, il m'a frappé et il m'a donné des coups de pied pendant que j'essayais de le relever. Et puis quoi? Donc, et tu es parti? Je l'ai relevé du sol. Oui. J'ai essayé de le mettre sur les escaliers juste pour qu'il tienne, mais sa tête partait clairement, alors je l'ai mis directement sur le côté. Donc il ne réagit pas? Oui. Non, parce que j'ai perdu les 6 derniers mois. Il a encore frappé les enfants. Il a détruit cette maison. Il a frappé son père et moi. Quand la fille s'est relevée ici, sur le sol, il m'a donné un coup de tête, lui a donné un coup de pied et m'a frappé. Hier, chez mon ami, il m'a poussé dans les escaliers et j'ai dévalé 5 marches. T'es pas ma vraie mère. Je te déteste. Je vais demander à ma mère de te tuer, monsieur. Et malgré tout, j'ai quand même fait de mon mieux pour cet enfant.
Je dois le relever du sol. C'est incroyablement écœurant d'entendre Emma parler de la façon dont Elash a été maltraitée par Arthur, un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui se battait maintenant pour sa vie à cause d'elle. Le petit garçon a été transporté en urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham, où les médecins ont estimé qu'il n'y avait plus rien à faire pour le sauver. Et le maintien en vie d'Arthur a été débranché dès le lendemain matin à 1h. Lorsqu'il a été admis à l'hôpital, Arthur avait plus de 130 ecchymoses sur le corps. Il avait également une blessure à la tête et avait été empoisonné avec du sel. Son traumatisme crânien sévère a été identifié comme la cause de sa mort, probablement dû au fait que le petit garçon a été violemment secoué et sa tête frappée plusieurs fois contre une surface dure. En raison de la nature des blessures d'Arthur et de la version des faits hautement suspecte fournie par Emma et Thomas, ils ont tous les deux été arrêtés dans la soirée du 16 juin, initialement soupçonnés d'agression, mais ils seraient tous les deux ensuite inculpés de meurtre. Ils étaient aussi accusés de 4 chefs de cruauté envers un enfant. Selon l'un des pères des enfants d'Emma, elle n'avait voulu avoir des enfants au départ que pour l'attention qu'ils lui apportaient en tant que nouveau-né et pour les allocations familiales. L'argent pour ses enfants servait à ses tatouages et vêtements. Cet homme a affirmé qu'Emma savait manipuler le système, pleurait, mentait et accusait son partenaire de maltraitance face à une assistante sociale. Une fois, il a même affirmé qu'Emma s'était jetée par la fenêtre, se cassant la jambe pour l'empêcher de sortir boire un verre avec un ami afin de célébrer la naissance de leur nouveau bébé. Un autre des ex-petits amis d'Emma disait qu'elle avait sauté d'un parking lorsqu'il avait essayé de rompre avec elle. Cela avait eu pour conséquence que ses 2 plus jeunes enfants aillent à vivre chez leur père. En plus de tout cela, Emma était également enceinte de l'enfant de Thomas lorsqu'elle a été arrêtée, mais elle a mis fin à la grossesse alors qu'elle était en détention, à 21 semaines. Lorsque Thomas et Emma ont fini par être jugés, un expert médical a témoigné qu'il n'y avait aucune possibilité que les blessures d'Arthur aient pu être auto-infligées. C'est ce qu'affirmerait une spécialiste en néphrologie. Pour que le corps d'Arthur présente un taux de sel aussi élevé, il aurait soit ingéré 6 cuillères et demie à soupe de sel, le jour où il est décédé. Cependant, l'experte ne voyait pas comment un enfant aurait pu faire cela tout seul. Ou bien Arthur avait-il été empoisonné à plusieurs reprises par de la nourriture ou de l'eau fortement contaminée. Au final, Emma Tustin a été reconnue coupable du meurtre d'Arthur Labingo Hughes et son père Thomas a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Emma a été condamnée à la prison à vie avec une peine minimale de 29 ans. Son père a également été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 21 ans. Cependant, peu de temps après, la Cour d'appel a augmenté la peine de Thomas à un minimum de 24 ans, jugeant que sa peine précédente était trop clémente. Cependant, ils ont refusé de modifier la peine d'Emma, estimant que la sienne reflétait ses actes. Madeleine Halcrow, la grand-mère maternelle d'Arthur, a déclaré qu'Emma était obsédée par l'idée que Thomas retournerait auprès de la mère biologique d'Arthur, Olivia, une fois qu'elle serait libérée de prison, et que la seule façon d'écarter Olivia de sa vie était de écarter Arthur de sa vie. C'était l'enfant le plus heureux. Il était vraiment, vraiment très aimé de tout le monde. Et c'était mon petit rayon de soleil. Il avait un sens de l'humour incroyable. Vraiment, il en avait un. Il était tout simplement adorable. Arthur était très intuitif et il devait avoir le pressentiment d'un malheur imminent. Qu'il allait lui arriver quelque chose. Ce qui m'a le plus troublé, j'ai dit, il y a de nouveaux bleus par-dessus les anciens. Cela montre que ça dure depuis longtemps. Et vous savez, il y avait des bleus jaunes, il y avait des bleus violets, partout. En les voyant, j'imaginais juste la douleur qu'ils auraient causée. Peu après la condamnation d'Emma et Thomas, le gouvernement a annoncé une enquête nationale sur l'affaire d'Arthur. Cette enquête finirait par révéler que les services de protection de l'enfance avaient été impliqués dans la vie d'Arthur à plusieurs reprises depuis 2018, mais qu'ils avaient échoué à plusieurs reprises à aider le petit garçon en n'intervenant pas. La mort d'Arthur a fortement marqué la communauté locale, surtout les amateurs de football. Son équipe préférée, le Birmingham City FC, a nommé une zone familiale du stade St Andrew en son honneur, et les supporters ont chanté son nom lors d'une marche à travers Birmingham avant le match. Il a également été honoré lors de plusieurs matchs de football le 4 décembre 2021. À partir de 2020, un match annuel de pré-saison appelé la Coupe Arthur a été annoncé,
une partie des recettes du match étant reversée à la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants. 6 arbres ont aussi été plantés en hommage près de la maison d'Arthur sur Cranmore Road. Une veillée publique a eu lieu devant la maison après sa mort. Le poème d'une policière de Solihull sur Arthur le super-héros a été gravé sur une plaque commémorative pour le petit garçon de 6 ans, placé près de son ancienne maison. L'agente qui a écrit le poème, Jess Davies, avait un fils qui n'avait que 5 mois de plus qu'Arthur. Elle a expliqué que l'incident l'avait marqué, d'où son poème pour le petit garçon. Le poème disait « Arthur, ferme les yeux et tu le sentiras près de toi. L'histoire la plus magique que tu entendras jamais. Un super-héros avec le plus grand des sourires. Il est venu dans ce monde pour peu de temps. Il aime ses squashies, le football et chante « Keep Right On » pour ses garçons en bleu. Une âme heureuse, des yeux brillants, un sourire espiègle, un vrai rayon de soleil. Les super-héros existent vraiment. Ils veillent sur nous, touchent nos cœurs et illuminent le ciel, puis nous devons leur dire au revoir. Ce super-héros ne pouvait rester qu'un moment. Le paradis avait besoin de son sourire de super-héros. Il ne faut pas être triste, car il a du travail à faire. Le petit Arthur répand son amour lumineux sur vous tous. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Arthur aujourd'hui. Ça me sidère quand quelqu'un qui est déjà mère elle-même commence à faire du mal à un autre enfant, surtout à un enfant qu'elle est censée aimer et protéger. Je me demande si les propres enfants d'Emma ont subi des punitions cruelles de sa part avant l'arrivée d'Arthur. Et même si Emma a été celle qui a tué Arthur à la fin, je suis contente que son père, Thomas, ait reçu une punition presque équivalente à la sienne, puisqu'il avait été extrêmement complice dans la maltraitance du petit garçon et lui avait même dit une fois de l'achever. Willow Dunn est née à Brisbane, en Australie, le 29 octobre 2015 de sa mère, Naomi Dunn, et de son père, Mark Dunn. Willow avait aussi un frère qui était de 3 ans, son aîné. Elle avait aussi 3 demi-frères et sœurs, enfants de sa mère Naomi d'une précédente relation. Et plus tard, elle aurait aussi 6 frères et sœurs par alliance, ainsi que 6 neveux et nièces. Willow est née avec une trisomie 21, mais malgré ses difficultés, elle restait une petite fille heureuse. Je ne peux malheureusement pas en dire plus sur elle, il n'y a rien d'autre. Mais ce que je peux vous dire en regardant ces photos, c'est que j'imagine qu'elle était adorable, câline et rigolote. Et elle semblait adorer jouer avec ses frères et sœurs. J'aimerais pouvoir vous en dire plus sur Willow aujourd'hui. Mais malheureusement, en raison des circonstances, il n'y a tout simplement pas plus d'informations à son sujet. Donc, seulement une semaine après la naissance de Willow, sa mère, Naomi, est malheureusement décédée. Naomi est décédée le 5 novembre 2015 à cause de caillots sanguins qu'elle avait eus lors de la naissance de Willow. Après la mort de leur mère, Willow et son frère ont été envoyés vivre chez une tante et un oncle. Et d'après tout le monde, ils étaient heureux là-bas. La tante et l'oncle tentèrent d'obtenir la garde permanente de Willow et son frère. Mais environ 1 an plus tard, leur père, Mark, reprendrait les enfants chez lui et ils resteraient sous sa garde. Avant son décès, la mère de Willow, Naomi, avait une meilleure amie du nom de Shannon White, qu'elle connaissait depuis leur enfance. Elles avaient grandi côte à côte et avaient été les meilleures amies pendant des années. À tel point que Shannon a même été la demoiselle d'honneur au mariage de Naomi et Mark en 2014. Et après la naissance de Willow, Shannon s'était extasiée devant ses photos lorsque Naomi en avait publié sur Facebook. Shannon avait commenté « Le bébé de ma meilleure amie Willow est un si bel être. J'ai hâte de la rencontrer. Adorable. » Naomi, tu as accompli un travail incroyable malgré une grossesse mouvementée. Tu es une maman formidable et une amie géniale. Je t'aime. Naomi a répondu « Oh, tu me fais pleurer. Je t'aime fort. » Il y avait même une publication que Shannon avait faite en 2014 disant « J'ai toujours ma meilleure amie d'il y a 19 ans, Naomi. » Comme vous pouvez le voir, les deux étaient très proches. Mais ensuite, environ 18 mois après le décès de Naomi, en 2017, Shannon avait quitté sa maison à Adélaïde. Et elle a emménagé dans la maison de Mark Dunn. Sur Bent Road à Cannon Hill, Brisbane. Mark et Shannon avaient décidé de commencer une relation seulement quelques mois auparavant. Et lorsque Shannon a emménagé avec Mark, elle a amené avec elle sa fille de 19 ans, Talia, ainsi que son fils de 12 ans. Et Shannon avait aussi d'autres enfants.
En fait, elle avait 4 fils adultes qu'elle avait laissés derrière elle lorsqu'elle a déménagé. Toutes ces filles disaient ne pas avoir parlé à leur mère depuis des années. Shannon semblait bien s'intégrer à la famille. Elle profitait de sa nouvelle vie à Brisbane et elle s'entendait aussi très bien avec les enfants de Mark. Shannon avait publié de nombreuses photos sur Facebook avec sa nouvelle famille. Willow semblait avoir trouvé un nouveau parent aimant après la perte de sa mère. La nouvelle mère de Willow, Shannon, écrivait aussi à côté d'une photo d'elle « Absolument magnifique, cette petite fille ». Et à côté d'une photo de Mark tenant Willow, elle écrit « 2 de mes personnes préférées, l'amour de ma vie ». La famille semblait heureuse car la relation entre Mark et Shannon se passait très bien. Sur Facebook, ils avaient publié de nombreuses photos ensemble et se taguaient toujours dans des mèmes affectueux et mielleux. Et la famille de Shannon adorait même Mark et sa famille. Ils disaient souvent à Shannon à quel point Mark était beau. Mais ensuite, le 25 mai 2020, les services d'urgence ont été appelés à la maison. C'était vers 9h20 du matin. On leur avait dit qu'une petite fille de 4 ans était soudainement décédée, mais ils ne savaient vraiment pas à quoi s'attendre d'autre. Et ce qu'ils ont découvert en arrivant là-bas était pire que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Dans la chambre du fond de la maison que la famille louait, il y avait Willow, allongée dans son berceau, et elle était décédée. Et elle était morte depuis un certain temps déjà. Et la raison pour laquelle les premiers intervenants l'ont su immédiatement, c'est parce qu'il semblait que des rats avaient commencé à ronger le visage de la petite Willow. Son corps était gravement dénutri et elle avait des escarres, certaines si profondes qu'elles allaient jusqu'à l'os, au point que l'os était visible. Il était évident que Willow avait été laissée là pendant un certain temps déjà. Et Mark Dunn aurait demandé aux ambulanciers, lorsqu'ils sont arrivés chez lui, « Je suis dans le pétrin, n'est-ce pas ?» Oui, tu l'es, mon gars. Une enquêtrice dirait en fait, d'après mon expérience, les ambulanciers et les policiers sont en général des personnes assez résilientes, mais je peux vous assurer qu'ils ont été confrontés à une scène difficile. Cela restera gravé dans leur mémoire longtemps. Donc, Mark et Shannon, et en réalité la fille adolescente de Shannon aussi, parce qu'elle avait 19 ans, elle était majeure à l'époque, avaient tous laissé la petite Willow là, à pourrir dans son berceau. Elle était sans défense et gisait là, mourant de faim. Cela faisait des semaines, voire même des mois qu'elle souffrait ainsi, au point d'avoir des escarres si profondes qu'elles allaient jusqu'à l'os. Mark a été arrêté le jour même où le corps de Willow a été découvert et il a été inculpé de meurtre. Et heureusement, le Queensland venait justement d'ajouter une nouvelle définition du meurtre qui incluait désormais l'indifférence téméraire envers la vie humaine, c'est ce dont Mark a finalement été accusé. Mark a déclaré aux autorités qu'il avait découvert que Willow était décédée le samedi 23 mai, mais qu'il n'avait décidé d'appeler les secours que le lundi 25 mai. Pour quelle raison? Aucune idée, il ne l'a pas encore dit. Et même si Mark avait été arrêté, la belle-mère et la sœur par alliance de Willow restaient libres. Selon les informations publiques, rien n'indiquait que l'une ou l'autre était impliquée dans la mort de Willow. Mais elle vivait là. Et si vous vivez là, il est impossible de ne pas savoir qu'il y a un enfant littéralement en train de mourir de faim et de pourrir dans la pièce d'à côté. Mais rassurez-vous, quelques jours plus tard, Shannon a été arrêtée et aussi accusée de meurtre. Et une fois arrêtée, Shannon n'a eu aucun problème à dire à la police qu'elle n'avait pas besoin de s'occuper de Willow parce que Willow n'était pas sous sa responsabilité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'était pas sa fille biologique, bien sûr. C'était la fille de sa meilleure amie. Elle s'est installée avec son mari après sa mort, puis elle a tué sa petite fille, la petite fille que sa meilleure amie Naomi avait mise au monde au prix de sa vie. Maintenant, l'un des nombreux problèmes avec la déclaration de Shannon selon laquelle elle n'avait pas à s'occuper de Willow, puisqu'elle n'était pas son enfant biologique, c'est que le frère de Willow, âgé de 7 ans, semblait bien soigné. Il ne semblait y avoir aucun signe de mauvais traitement envers lui, quel qu'il soit. Et une amie de la famille dirait que Shannon, bien sûr, adorait absolument ses propres enfants. Donc, elle n'était un monstre qu'envers une gentille petite fille atteinte de trisomie 21 qui avait perdu sa propre mère.
Shannon a également dit à la police que sa fille de 19 ans, Talia, avait pris l'initiative, à un moment donné, de s'occuper de Willow. Elle l'avait aidée à prendre son bain, à la nourrir et à changer ses couches. Mais pour des raisons inconnues, elle aussi a cessé de s'occuper de la petite fille à un moment donné et l'a laissée là pour qu'elle se débrouille seule. Il a également été découvert que Willow n'était pas enregistrée pour sa trisomie 21 auprès du NDIS, le Régime national d'assurance invalidité. Cela aide les personnes handicapées en Australie à accéder aux ressources nécessaires ainsi qu'au financement requis pour les frais médicaux. Cela étant dit, il est probable que Willow ne recevait pas les services dont elle avait besoin. Et entre cela et le fait que sa belle-mère ne voulait pas s'occuper d'elle, elle était gravement négligée. Et lorsque Mark a parlé à la police, il a dit que cela s'était produit parce qu'il n'était pas capable de gérer les besoins particuliers de sa fille et qu'il était devenu gravement déprimé après la mort de sa femme. Oui, donc il était assez déprimé pour ne pas pouvoir s'occuper de sa fille qui avait besoin de lui, mais pas trop déprimé pour sortir avec la meilleure amie de sa femme. Oh, et avoir un nouveau bébé avec elle aussi. Parce qu'il semble que ce qui s'est passé, c'est que Mark et Shannon avaient récemment accueilli leur propre petit garçon le 30 août 2018. Leur petit garçon était heureux et en bonne santé, et manifestement adoré par ses deux parents. Shannon avait également publié de nombreuses photos d'elle et de son nouveau bébé sur Facebook, y compris une vidéo récente où on le voit jouer joyeusement avec ses jouets par terre, tandis que Willow était probablement allongée dans son berceau dans l'autre pièce. Ainsi, la petite Willow, âgée de 4 ans, avait été laissée à mourir de faim et pratiquement à se décomposer, tandis que son père et sa nouvelle belle-mère choyaient leur nouveau bébé. Mark avait également interdit aux autres enfants de sa femme de voir Willow. Il avait bloqué leur numéro de téléphone ainsi que leur profil Facebook. Lorsque la police s'est rendue au domicile de la famille le jour où Willow a été découverte, elle a également remarqué qu'il y avait des jouets, dont un train électrique, des peluches, un château de princesse rose, entre autres, qui avaient été laissés pour les ordures. Ces jouets appartenaient sûrement à Willow et ont été jetés. Honnêtement, je suis surprise qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt vu leur façon de la traiter. Lorsque l'autopsie de Willow a été réalisée, on a découvert qu'elle était morte non seulement d'une grave malnutrition, mais aussi d'escarres infectés. Elle avait été laissée là si longtemps, impuissante et souffrante, qu'elle n'avait pratiquement plus de tissu musculaire autour de la bouche, pas de nourriture dans l'estomac et elle était gravement déshydratée. Bien que Willow ait eu des escarres sur tout le corps, la plupart étaient sur son dos. La grande quantité à cet endroit suggère qu'elle était totalement incapable de bouger. Elle avait également des plaies profondes jusqu'à l'os du bassin et cela était probablement causé par la couche qui frottait dessus à répétition puisqu'elle était incapable de bouger. Un médecin qui avait examiné le corps de Willow a déclaré que si un enfant est capable de bouger, ne serait-ce qu'un peu, et de changer de position, cela améliore immédiatement la circulation sanguine dans cette zone et ralentit ou inverse l'apparition de ces plaies. Le corps de Willow montrait également des signes de pancréatite et cela aurait été causé par sa mauvaise alimentation et une déshydratation sévère. Il a été découvert que la dernière fois que Willow avait vu un médecin, c'était en 2018 et à cette époque, elle semblait normale, vive et en bonne santé. Et au moment où elle est allée chez le médecin, sa taille se situait au 25e percentile. Au moment de son décès, elle n'était qu'au 5e percentile. Donc Willow avait soudainement arrêté de grandir. Et selon le médecin, une chute aussi drastique aurait pris au moins 8 mois pour se produire. Mark Dunn et Shannon White ont tous deux été inculpés de chef d'accusation supplémentaire le 20 juillet 2022. Ils ont chacun été inculpés d'un chef d'accusation supplémentaire de cruauté envers un enfant. Shannon a aussi été inculpée de possession de drogue dangereuse, sans que l'on sache précisément le type de drogue ni les circonstances de l'accusation. Le magistrat Mark Nolan a renvoyé Mark et Shannon devant la Cour suprême pour y être jugés à une date qui reste à déterminer. S'ils sont reconnus coupables de meurtre, ils encourront tous deux la réclusion à perpétuité obligatoire avec un minimum de 20 ans de prison. Les voisins ont été choqués d'apprendre la mort de Willow. Ils se sont rendus à la maison pour déposer des fleurs pour la petite fille et ils ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'une petite fille vivait là. La famille avait emménagé environ 1 an plus tôt. Il a été annoncé qu'une enquête indépendante sur la mort de Willow serait menée par la commission de la famille et de l'enfance du Queensland.
L'enquête doit examiner où le système a échoué. Et il a été dit que le département de la protection de l'enfance avait été informé au sujet de Willow à plusieurs reprises. Mais la ministre de la protection de l'enfance, Dee Farmer, a refusé de confirmer si la famille leur était connue ou non. Si tel était le cas, alors comment a-t-on pu laisser Willow tomber dans un état aussi déplorable sans jamais aller voir comment elle allait? Puis, en juin 2022, Shannon White a décidé de demander une libération sous caution à la Cour suprême de Brisbane. Elle a affirmé que l'accusation de meurtre par imprudence était faible et que son procès ne se tiendrait pas de sitôt. L'avocate de Shannon, si je le prononce bien, ou comme on dirait, une avocate pénaliste ici aux États-Unis a également dit au juge qu'il y avait une faible accusation de meurtre par imprudence contre Shannon. Mais elle a reconnu qu'une accusation d'homicide involontaire était probablement solide. Elle a dit que sa cliente risquait seulement 6 ans de prison si reconnue coupable d'homicide involontaire. Et cette affaire particulièrement importante n'était pas attendue avant au moins 1 an, alors que sa cliente avait déjà passé 2 ans en prison. Le juge David Bodis n'était pas d'accord pour dire que l'affaire contre Shannon était faible et il a rejeté sa demande. Concernant l'autre inquiétude de l'avocate sur la durée de détention de Shannon et son souhait qu'elle ne purge pas plus que nécessaire, le juge a déclaré que même si elle était reconnue coupable de l'accusation moindre d'homicide involontaire, il était convaincu qu'elle purgerait plus de 6 ans de prison. Et Shannon White, qui a maintenant 45 ans, a été vue dans la salle d'audience en train d'essuyer ses larmes. Certains frères et sœurs aînés de Willow ont pleuré sa mort. Le fils adulte de Naomi Dunn a parlé de sa demi-sœur sur Facebook dans les jours qui ont suivi sa mort, disant « Repose en paix, Willow. C'est déchirant que cela soit arrivé, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. Envole-toi avec maman. » En juin 2020, Willow Dunn a été honorée lors d'une cérémonie commémorative publique organisée par des inconnus au parc Cannon Hill par la communauté de la trisomie 21 de Brisbane. La famille de Willow avait approuvé l'événement, mais elle a choisi de ne pas y assister. L'organisatrice de l'événement a dit « Aucune d'entre nous ne connaissait Willow, et si ça avait été le cas, qui sait, les choses auraient peut-être été différentes. Mais juste de voir l'amour et le soutien de tout le monde pour une enfant que personne ne connaissait, mais qui occupe une grande place dans nos cœurs. » Beaucoup de personnes présentes à la cérémonie commémorative avaient elles-mêmes des enfants atteints de trisomie 21. Une mère en particulier, dont le fils avait la trisomie 21, a dit « On pense à quel point tous les enfants sont purs et innocents, mais les enfants atteints de trisomie 21 ne donnent que de l'amour. » La communauté de la trisomie 21 a également apporté son soutien à une veillée en ligne organisée pour Willow. Les organisateurs ont demandé à la communauté d'allumer une bougie en mémoire de Willow et de publier des hommages en ligne en utilisant le hashtag #HerNameIsWillow. Et Mark Dunn et Shannon White n'ont pas encore été jugés et sont tous les deux toujours en détention. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Willow aujourd'hui. Je resterai attentive aux mises à jour sur cette affaire lorsqu'elle passera au tribunal. C'est horrible et je me demande vraiment pourquoi la fille de 19 ans qui était censée vivre dans la maison n'a rien fait ni rien dit à personne, surtout qu'elle avait été celle qui avait aidé à s'occuper de Willow pendant un certain temps. Et comment quelqu'un peut-elle passer d'une belle-mère aimante à négliger complètement sa nouvelle belle-fille, celle avec qui il venait de prendre toutes ces photos pleines d'amour et qu'ils avaient publiées publiquement sur leurs réseaux sociaux. Et c'était la fille de sa meilleure amie. Je ne comprends pas du tout. Et c'est tellement triste que cette petite fille, qui est si pleine d'amour, ait dû traverser autant de souffrances. Donc, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux que je te les raconte, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Et n'oublie pas d'aller voir le lien dans la description ci-dessous pour économiser jusqu'à 30% sur analuisa.com aussi. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous. Salut!